Bonjour messieurs, dames, ici Éric Leray pour l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat. Alors je suis très content de vous recevoir aujourd'hui une nouvelle fois pour discuter ou réfléchir avec vous sur un livre sur lequel j'ai déjà parlé, mais là on va parler on avait reçu Jean-Pierre Chamou avec Pierre Desrochers de l'Université de Toronto. Mais là on va recevoir un personnage important de cet environnement, un double jeu de langage parce que donc le livre Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs. Et nous avons l'honneur de recevoir Max Falk. Bonjour Monsieur Max Falk. Bonjour. Bonjour. Monsieur Malfac, alors vous avez eu la responsabilité avec Jean-Pierre Chamou et Erwan Keinec de coordonner donc cet ouvrage Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs qui est sorti aux éditions donc Liberté numérique. Nous allons donc parler en particulier de votre article, mais j'aimerais avant de passer donc à l'analyse de votre article et de votre pensée, j'aimerais revenir un peu sur votre parcours parce que vous êtes quand même une personnalité reconnue depuis des années dans le domaine de la science politique et de l'économie. Alors vous avez, je vais vous présenter rapidement, puis vous allez pouvoir commenter. Donc vous êtes juriste et économiste, vous êtes diplômé de Sciences Po à Paris et vous avez été consultant international en politique environnementale depuis que la Fondation Ford vous a attribué une bourse de recherche à l'Université de Pennsylvanie en 1970. Est-ce que c'est à partir de ce moment-là que vous avez été intéressé aux États-Unis? Enfin, vous étiez déjà anglophone ou anglophile? C'est-à-dire que moi, j'ai eu en 1957 ou 58, je ne me souviens plus, une bourse pour Queen's University à Kingston, Ontario. Et donc, j'ai passé là plusieurs mois et, disons, j'ai eu le contact avec le monde anglo-saxon et c'était une expérience tout à fait extraordinaire. Mais là où j'ai vraiment abordé les problèmes d'environnement, c'est à la suite d'une bourse de la Fondation Ford, une bourse de recherche à l'Université de Pennsylvanie, où j'ai donc pu énormément lire et travailler, suivre les cours de doctorat, et donc m'appesantir et travailler sur les problèmes de droit de l'environnement essentiellement. C'est-à-dire que je suis revenu à ma discipline antérieure, qui était véritablement le droit. Là, je viens de sortir un ouvrage justement sur ce thème qui vient d'être publié chez Larcier Bruyland et qui s'appelle Droits de propriété environnementaux en français et en anglais et disons avec une trentaine de collaborations anglo-saxonnes et françaises. Et justement, on va Voilà. revenir sur la notion de droit de propriété, c'est important dans votre réflexion dans l'article. Mais on va poursuivre. Donc, vous avez publié de nombreux articles et plusieurs ouvrages donc on pourra, sur la prise en compte de l'environnement, pour l'aménagement du territoire et pour la mise en œuvre de politiques faisant appel aux droits de propriété et aux instruments économiques dans le respect des libertés individuelles. Alors, en particulier, vous avez écrit quelques ouvrages avec Guy Millière. Je parle en particulier d'écologie et liberté et d'autres approches de l'environnement à Paris dans les éditions Litec en 1992. Alors, il semble que là aussi, vous avez un point commun qui va donc expliquer pourquoi vous avez sorti cet ouvrage, parce qu'il y a quand même aussi là une trentaine de collaborateurs. Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs, parce que vous avez rencontré Alain Madelin par l'intermédiaire ou avec Guy Millière, et il avait été à l'origine d'une initiative sur une réflexion sur l'environnement. Et il y avait eu, je crois, un ouvrage collectif sur la pensée libérale sur l'environnement, quoi. Oui, Alain Madelin, disons, j'ai travaillé dès le départ avec lui et, disons, je peux dire que j'ai initié au problème d'environnement libéral. Ouais, c'est vous qui l'avez initié alors. Oui, oui, je dois dire que je l'ai initié. Il faut dire qu'il comprenait très vite. Il n'y a pas besoin de l'expliquer longtemps. Euh, c'était, euh, c'était tout. J'ai eu énormément de plaisir parce que c'est un type tout à fait remarquable et je regrette que de choses. Alors, il a fondé l'ICREI à Paris, mais à partir du moment où il a été viré du gouvernement, euh, il a, il n'avait plus de moyens et j'ai donc pris la tête de l'ICREI avec un nouveau président qui était M. Michel Massenet, qui venait de Monsieur, Port-Salut.
monsieur, attendez, avant d'embarquer là-dedans, est-ce que vous pourriez rappeler qui est Alain Madelin et justement, c'est quoi l'ICRI? Voilà, parce qu'il faut... Alors, Alain Madelin, disons, a fait une carrière brillante, puisqu'il est arrivé au poste de ministre des Finances, mais malheureusement, il a été viré immédiatement car il n'était Je pas crois. politique. C'était à l'époque d'Alain Juppé. C'est ça, il a été viré par Alain Juppé. Et il a fait l'erreur de nous engager à faire la campagne pour Chirac. Donc, on a fait la campagne pour Chirac. On pensait plutôt que c'était pas notre truc. Mais Madelin avait des ambitions qu'il a d'ailleurs réalisées puisqu'il a été ministre. Et ministre des Finances, c'est quand même très important. Donc là-dessus, à la fin, il ne pouvait plus financer l'ICRI. Et donc, Monsieur Falk, expliquez ce qu'est l'ICRI et en quoi Alain Madelin est important dans la création de cet organisme. parce que c'est lui qui l'a créé. Expliquez c'est quoi? Alors, je rappelle que le Centre de recherche international pour les problèmes environnementaux, voilà. International Center for Research on Environmental Issues, donc ça a été créé en 1992 par Alain Madelin. Voilà. Et à partir du moment où il n'a plus été ministre, il a démissionné de son poste de président et, disons, tout naturellement, j'ai pris l'affaire en main, notamment avec l'équipe des économistes libéraux d'Aix-en-Provence que je connaissais bien. Donc, on a rapatrié en quelque sorte l'ICRI de Paris, où Alain Madelin et Henri Lepage jouaient un rôle très important, et on l'a rapatrié sur Aix-en-Provence. Et à partir de là, on a décliné les ressources environnementales en termes de droits de propriété, c'est-à-dire que l'on a examiné pour chaque ressource environnementale le rôle potentiel des marchés et des droits de propriété. Et donc, on a publié. L'organisme a organisé chaque année donc un colloque et ouais. vous organisiez la publication. Donc ça, c'était le 10e exemplaire, c'était la 10e conférence. Absolument, c'était la 10e conférence. Et alors que les autres conférences, je suis arrivé à les financer normalement, celle-là, c'était assez dramatique parce que, comme je vous disais, Madeleine nous avait promis un appui et des contacts, il n'a rien fait, comme tous les hommes politiques. Il avait autre chose à faire. Bon, c'est son problème. Et c'est lui qui nous avait donné le sujet. Moi, j'étais assez méfiant. Je le sentais mal, cette conférence. Et donc, on a fait cette conférence. C'était la 10e à Aix. Et elle a été réalisée malgré des conditions financières très difficiles. Et j'étais obligé, disons, de combler à un mois de la conférence. Je ne pouvais pas annuler la conférence, c'était plus possible. Si vous m'expliquez, c'est qu'à Aix, c'était autour de l'équipe de Garello, M. Garello. Voilà. C'était le père et le fils, c'est ça? Voilà, le père, le fils et presque le Saint-Esprit. Oui. Et il y avait Garello, il y avait aussi toute une équipe de jeunes thésards qui préparaient l'agrégation et qui, disons, en donnaient une ambiance intellectuelle de haut niveau. Aussi, il y avait aussi Jean-Pierre Santi qui est devenu doyen de la faculté d'économie. Enfin, donc sur Aix, si vous voulez, c'était le rapatriement de l'ICRI sur Aix a été très bénéfique sur le plan intellectuel comme matériel, parce qu'il nous offrait la possibilité des locaux de l'université. On avait nos entrées à l'université, alors que maintenant, les gauchistes, en gros, pour simplifier, ont pris le pouvoir et tout ce qui a été libéral a été viré. Il reste le fils Garello qui est là, mais qui est dans le... Je pense qu'il est dans le collimateur des gauchistes. Tout à fait. Il collabore beaucoup avec l'IREF. Ah oui. Ah oui. On a reçu Nicolas Lecossin dans notre émission. Donc, oui, voilà. Et moi, en ce moment, je travaille beaucoup avec Nicolas Lecossin aussi. Qui est de son côté. On le connaît bien ici, on le connaît bien. Alors, vous avez donc été directeur. Alors, expliquez en quoi. Bon, vous êtes le délégué général depuis 1992, donc on a compris. Alors, Alain Madelin donc, était un homme politique plutôt classique libéral. Et donc, au moment de sa démission, c'est vous qui avez pris le relais à l'ICRI. Alors, parlez-nous de la mission de cet organisme. La mission de cet organisme, c'est de dire qu'il y a une autre voie que la réglementation, command and control, c'est
ce sont gérer les problèmes d'environnement à travers le marché et les droits de propriété. Essentiellement les droits de propriété, qui étaient un domaine qui n'était pratiquement pas exploré à ce moment-là. Et donc, on a fait des conférences tous les 2 ou 3 ans, ça dépendait des disponibilités, du financement, etc. Et on a donc travaillé sur les problèmes de l'eau, les problèmes fonciers, les problèmes de climat, les problèmes agricoles, les problèmes de forêt, etc. Donc, on a décliné les grandes ressources environnementales au regard des possibilités des droits de propriété et du marché. Donc, on est tout à fait dans la logique libérale des gens de Perk aux États-Unis, avec qui j'ai pas mal travaillé, du Competitive Enterprise Institute avec Fred et R.J. Smith, etc. Enfin, j'ai beaucoup travaillé, disons, aux États-Unis avec. Alors, la devise de cet organisme, j'ai retrouvé grâce à vous, parce que vous êtes inspiré de Wright Mills, c'est la devise de l'imagination économique et juridique au service de l'environnement. Voilà. Et c'est à cause de son livre L'imagination sociologique qui m'intéresse, parce que je vais essayer de le retrouver aussi, celui-là, mais il est quand même 1959. Donc, alors, il y a une notion qui... Oui, pardon. C'est Wright Mills qui a écrit l'imagination sociologique. Si vous voulez, moi j'ai repris Mill, M-I-2-L. C'est lui qui a écrit le bouquin de base qui s'appelle L'imagination sociologique en américain, bien entendu. Je ne sais pas si ça a été traduit en français. Mais c'est ce qui vous a inspiré pour la devise de l'organisme. Absolument. C'était tout à fait ça. J'avais lu L'imagination sociologique de Wright Mills, qui était très intéressant. Et bon, j'ai dit oui, pourquoi pas. Hein. Et c'était bienvenu, ça correspond exactement à ce que l'on voulait faire et que l'on a fait en gros. On a réussi. Enfin, on a réussi. Au moins sur le plan intellectuel, on a ouvert une porte. Mais qu'on espère ouvrir ici au Québec et au Canada. Je ne sais pas ce que fait. Attendez, bon, il y a Pierre Desrochers, et puis comment s'appelle-t-il? Celui qui était à la tête de. Son nom m'échappe. De l'Institut économique de Montréal? Oui. Michel, ça m'échappe là. Bon. Je vois qui c'est, oui. Bon, lui, il a. Alors, j'ai toujours voulu, si vous voulez, faire un groupe commun avec lui. Et lui, disons, n'a jamais voulu collaborer. Mais je l'ai beaucoup rencontré. Chaque fois que j'allais à Montréal ou aux États-Unis, je le rencontrais. C'est un type tout à fait remarquable. Mais je me souviens qu'il m'avait fait la confidence suivante. C'est qu'il travaille sur les thèmes de la santé, etc., enfin, les entreprises. Bon. Et il m'a dit, chaque fois que l'on parle du réchauffement climatique, on a la baisse les industriels nous appellent en disant, écoutez, fermez votre gueule là-dessus. Oui, il y a une sorte de pression économique, hein, c'est sûr. Voilà. Oui, c'est par rapport à ses partenaires. Alors, tant pis pour cet aspect, parce que je vais le recevoir bientôt dans une émission pour parler de son dernier livre. On verra ça peut-être à l'automne. Mais on va revenir justement sur le concept d'entrepreneuriat environnemental. Alors, vous expliquez que c'est un concept politique du 21e siècle, mais qui a des racines anciennes. Si vous voulez, je veux dire, au 19e siècle, les industriels avaient déjà des places très importantes et ce qu'ils faisaient, c'était l'économie de matière. Donc, pour eux, c'était capital. Ça, Chamou l'avait très bien mis en évidence, c'est que tous les ingénieurs qui ont pris la tête des grandes entreprises au 19e siècle, disons, voulaient avant tout éviter le gaspillage. Et pour éviter le gaspillage, bon, il faut disons, mettre en place des procédés et des techniques qui économisent les ressources. Et l'économie des ressources a tellement bien marché qu'en 1850, The Economist a créé son The Economist Index, qui est le coût des matières premières depuis 1850 à nos jours. Toutes les semaines, il publie un index. Bon, le prix des matières premières n'a fait que baisser d'une façon. Donc,
il n'y a pas de manque de ressources naturelles, absolument pas. Il n'y a pas de manque de charbon, il n'y a pas de manque de pétrole, absolument, il y a de l'abondance. Le problème, il est purement politique. Oui, parce que là, vous vous basez sur les statistiques, sur les faits vérifiables, non pas sur l'idéologie. Ah non, non, il n'y a qu'à voir, vous allez sur The Economist Index, et ils vous montreront, disons, le prix des matières premières en 1850 et le prix des matières premières maintenant. Ça, disons, ça s'est effondré le prix des matières premières, tout en faisant, en augmentant le niveau de vie matériel de la population mondiale dans des proportions incroyables. Enfin, ce qui s'est passé en Europe et dans le monde entier, c'est une extraordinaire, disons, richesse individuelle. Développement. C'est Oui. formidable. Enfin, la courbe de l'évolution du prix des matières premières, c'est quelque chose que l'on devrait inscrire dans toutes les classes qui s'occupent d'environnement. Je rappelle que nous sommes avec Max Falk, qui a participé et qui a coordonné le livre Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs, qui était en fait la publication des actes de la 10e conférence de l'ICRE, la Centre de recherche internationale pour les problèmes environnementaux. Alors, vous avez écrit un article dans cet ouvrage collectif, donc il y a une trentaine de collaborateurs. Vous avez appelé ça l'institution et entrepreneuriat environnemental. Donc là, vous venez de nous expliquer en quelques mots l'entrepreneuriat environnemental, mais vous allez un peu, dans cet article, on creuse un peu plus. Donc j'aimerais revenir avec vous sur ces concepts, parce que ça me paraît vraiment très important. Vous dites que l'entrepreneuriat donc, est lié à des notions d'institution. Alors, vous avez soumis une définition par Douglas North, qui est un prix Nobel économie. Alors, je le lis la citation, puis vous allez pouvoir le commenter après. Les institutions sont les règles du jeu d'une société ou, plus formellement, des contraintes humaines qui guident l'interaction des hommes entre eux. Entre parenthèses, entre eux, il s'agit de règles et de normes que les hommes suivent dans leur vie courante, des contraintes formelles mais aussi informelles. Alors, vous expliquez que ces relations entre les deux, c'est-à-dire entre les hommes, mais aussi par rapport à l'environnement. Alors, Voilà. en quoi c'est important d'avoir des institutions qui supportent ce que vous appelez l'économie associée à la science politique, quoi? C'est North qui a été le pionnier dans ce domaine de l'économie institutionnelle et montre que au-delà des règles, en amont des réglementations et des politiques, il y a les institutions qui sont en fait un corps de croyances commun à un ensemble de citoyens et de nations, dont notamment les droits de propriété. Les droits de propriété, c'est une institution sans laquelle la vie est impossible. Mais ça va de soi, si vous voulez. Je crois que les institutions, il n'y a pas besoin de les expliquer, de les enseigner, etc. Elles sont au cœur de l'homme, au cœur des civilisations. Toutes les civilisations n'ont pas du tout la même croyance institutionnelle, en quelque sorte. Dans le bouquin que je viens d'écrire, justement, avec Brouilland Larcier sur les droits de propriété, nous avons fait avec François Facchini, qui est d'ailleurs auteur dans le livre que vous avez publié, nous avons montré que des deux côtés de la Méditerranée, il y a une énorme différence de développement. Et ce développement, c'est parce que nous avons des institutions fondamentalement différentes. Du côté sud de la Méditerranée, c'est l'islam qui commande et il n'y a pas véritablement de droit de propriété. L'islam, disons, n'accepte pas dans ses institutions les droits de propriété individuels tels que nous les connaissons. Il y a une vague propriété et toute la propriété appartient à Allah, à Dieu. Et donc, on ne peut pas, sans ce type d'institution, une société ne peut pas se développer. Alors,
justement, je reviens sur ce développement parce que vous parlez de l'entrepreneuriat environnement et vous expliquez que l'entrepreneur, c'est lui qui saisit des opportunités d'affaires liées au domaine de l'environnement. Mais vous expliquez que ces entrepreneurs s'appuient, justement, comme vous voulez expliquer, sur l'institution fondamentale qui sécurise l'action humaine, le droit de propriété. Alors, en quoi, justement, vous dites qu'il y a une différence d'institution? Est-ce que, pour dire les choses assez simplement, est-ce que c'est une question de philosophie, de regard sur l'individu par rapport à la notion de liberté individuelle, de conscience individuelle? C'est lié, disons, à la conscience individuelle, mais les gens intègrent, ils n'ont pas besoin d'en parler. Ça va de soi, si vous voulez, que les gens utilisent les droits de propriété dans leur vie courante. Sans droit de propriété, la vie est impossible. Et à l'heure actuelle, ce qu'on voit en France comme ailleurs, notamment chez les écolos, chez les agités du chapeau, que précisément, ils veulent détruire le marché. Le marché aussi fait partie des institutions. Le marché, les droits de propriété, ce sont des grands concepts qui guident les sociétés, sans lesquels, disons, tout le reste s'effondre, ne peut pas marcher. C'est donc, il faut remonter au niveau institutionnel pour comprendre que les lois, règlements, disons, modes de fonctionnement, l'économie dépendent de ces institutions fondamentales. Alors, vous expliquez aussi le rôle des entrepreneurs, très important. Donc, vous faites une citation des travaux à partir des travaux de Huggins en 2014. Les entrepreneurs existent au sein de tous les pays et de toutes les cultures. Ça, c'est pour ça que je voulais insister, parce que vous parlez de différences d'institutions, mais en fait, il y a quand même un point commun, c'est qu'on retrouve des entrepreneurs, mais par contre, comme ils n'ont pas les mêmes institutions, ils ne peuvent pas éventuellement se développer de la même façon. Alors, vous expliquez, donc par rapport à cette citation, ils s'efforcent de trouver des solutions là où les autres ne voient que des problèmes. Là, on parle des entrepreneurs. Dans le domaine de l'environnement, ce sont des personnalités ou des groupes qui pensent aux opportunités qu'offre l'innovation dans l'économie verte, green business. Ils prennent les risques qu'implique la conversion des idées en réalité. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a une différence entre des entrepreneurs, on va dire, je sais pas, ceux qui construisent des voitures, ceux qui font, je sais pas moi, qui construisent des immeubles, et des gens qui font de l'économie, mais du business dans le domaine de l'économie, de l'environnement. C'est quoi la différence? Est-ce qu'il y a une vraie différence ou c'est seulement les institutions qui sont différentes? Ce sont, les institutions sont différentes, c'est clair. Si derrière ça, vous n'avez pas l'esprit d'entreprise, si vous voulez, il appartient à la société occidentale. C'est quelque chose qui est au cœur de la société occidentale. Et dans d'autres pays ou civilisations, il n'y a pas ce corpus qui est accepté par tout le monde. L'entrepreneuriat, disons, est plutôt mal vu dans certaines sociétés parce que ça détruit l'ordre social qui doit être immuable. Et c'est notamment vrai pour, disons, les pays islamiques qui ont beaucoup de mal à se développer parce qu'ils sont dans un ensemble de croyances où l'entrepreneur est quelqu'un qui dérange plutôt qu'il arrange. S'il n'y a pas un contexte de liberté, l'entrepreneuriat ne peut pas se développer. C'est un peu ce qui se passe, si vous voulez, dans des pays comme la France, où il y a effectivement des entrepreneurs environnementaux, mais la structure de la France et ses profondes croyances dans la bienfaisance de l'État fait que on ne permet pas aux individus de se développer sans l'accord du gouvernement. Donc, en fait, c'est le gouvernement qui finance et c'est le gouvernement qui juge de l'utilité d'un progrès social, ou d'un progrès économique, ou d'un progrès technique. Alors que l'État, ce n'est pas son rôle, comme disait Bastiat, il doit être garant des libertés, mais pas gestionnaire des libertés. Or, si vous voulez, en France, depuis même l'Ancien Régime, la puissance publique a toujours été considérée comme le moteur
de la civilisation. Autrement dit, on met en avant, c'est la puissance publique qui apporte le bonheur, alors qu'en fait, elle n'apporte pas le bonheur, elle développe une bureaucratie énorme qui elle-même va empêcher les autres de travailler. Mais enfin, ça bouge aussi. Hein, mais il y a un bon exemple Ouais. de, d'entrepreneuriat environnemental qui reste à faire d'ailleurs. C'est le problème des océans. Les océans qui couvrent, autant que je sache, 70% de la planète, sont des biens non appropriés. Il n'y a pas de droit de propriété sur l'océan. Alors c'est très sympa parce que tout le monde a accès à l'océan, mais c'est évidemment la tragédie des biens communs de Hardin que l'on connaît bien. Et donc en fait, dès que il y a besoin de droits de propriété, les entrepreneurs ont besoin de droits de propriété, mais c'est très difficile parce que l'administration, et notamment les organisations internationales, s'opposent à des droits de propriété sur l'océan qui, disons, doit rester ouvert à tout le monde. Ce qui est sympathique, mais qui ne permet pas le développement. Et donc, reste à mettre en place des droits de propriété sur les océans. Alors, on a commencé avec les quotas individuels transférables pour la ressource halieutique, pour les poissons. Mais pour le reste, si vous voulez, il est extrêmement difficile d'avoir des droits de propriété pour faire un forage. C'est très complexe. Disons, les réglementations nationales et internationales s'opposent à la privatisation du fond des océans. Et c'est pour ça que l'océan reste, imaginons que la Terre n'ait jamais été appropriée, ce serait, disons, un vaste désert, forcément, puisque personne n'aurait eu intérêt à investir et à faire quelque chose. L'extraordinaire, c'est que précisément les droits de propriété et l'imagination humaine a permis, disons, à l'homme de se développer sur Terre, mais pour la mer, ça reste encore à faire. C'est un chantier extraordinaire. Il y a des possibilités. On va revenir là-dessus sur le droit de propriété, c'est important. Donc, mais je voulais juste finir sur l'entrepreneuriat parce que vous expliquez qu'il y a 3 niveaux d'entrepreneuriat à appliquer à l'environnement et j'aimerais bien avoir un commentaire sur les 3 niveaux. Vous dites par exemple qu'il y a de véritables innovateurs institutionnels, concepteurs de grands principes déclinés en textes fondamentaux. Qu'est-ce que vous entendez par là pour le premier? Toute la législation sur les droits de propriété. La propriété, disons, est couverte de réglementations et de lois qui permettent, disons, de régler les conflits et de permettre l'exploitation. Alors, le deuxième niveau, vous dites qu'il y a des inventeurs de formes originales, d'appropriation et de gestion de l'environnement. Oui, bon, bien entendu, il y a des gens qui, et je pensais aux quotas individuels transmissibles de pêche qui, disons, ont été inventés d'abord sur la côte est des États-Unis, mais maintenant couvrent les pêcheries de l'Ouest Pacifique, où, disons, au lieu d'avoir une espèce de course à l'échalote où chacun, avec des bateaux de plus en plus puissants, tâche de prendre le maximum de pêche en moins de temps possible, au risque d'accident, parce que les gens se battent pour accéder au lieu de pêche. Et ceci disons, est terrible, puisqu'ils rejettent, ils ne pêchent pas que les poissons commerciaux, ils pêchent aussi des tas d'espèces qu'ils renvoient à la mer et qui sont condamnées à mourir. Donc, ils appauvrissent l'ensemble des ressources halieutiques et alors que maintenant, notamment en Islande, on donne des quotas de pêche à un certain nombre de sociétés de pêche. Une fois qu'elles ont pêché ça, elles n'ont pas le droit de pêcher plus
et elles vendent ça, point barre. Et elles ne pêchent que ça. Et donc, elles ne détruisent pas l'environnement. Et comme, disons, ils peuvent revendre leurs droits de pêche sur un marché libre en Islande, disons, ça permet de diminuer les investissements en matière de bateaux pour pêcher et, disons, ça économise la ressource. Mais évidemment, en France, la France est opposée parce qu'il ne faut pas oublier que la France a horreur des droits de propriété. Ça, c'est caractéristique de la France. C'est net. La propriété, disons, c'est le vol, c'est tout ce qu'on veut. Mais en fait, sans propriété, il n'y a pas de développement. C'est clair. Alors, vous dites qu'il y a un troisième niveau pour l'entrepreneuriat, c'est les entrepreneurs qui utilisent les institutions existantes pour les mettre au service de l'environnement. Alors, vous en connaissez quelques-unes, pour donner un exemple? C'est ce à quoi je me suis efforcé dans les 10 conférences que nous avons faites. Nous avons toujours essayé d'utiliser les lois, enfin, les réglementations actuelles pour les tordre au profit de l'environnement. Mais c'est assez difficile parce que vous menacez toute la bureaucratie, en fait. La bureaucratie, disons, ne veut pas de modification. Elle veut le monopole. Donc, en matière d'urbanisme, si vous voulez, c'est manifeste. On est en train de mettre en place un système qui d'ailleurs existe bien au Québec, de zonage qui aboutit en fait à la corruption. Parce qu'au fond, une simple influence peut vous rendre millionnaire et si vous avez des millions, vous pouvez en distribuer. Et le Québec, disons, autour de Montréal, il y a eu plusieurs procès très importants là-dessus. La commission Charbonneau en a parlé un peu. Voilà, non mais si vous créez la rareté, c'est inévitable qu'il y ait de la corruption. Puisqu'au fond, votre rareté, elle peut être, disons, acquise par une simple trait de plume. Vous changez le zonage et vous faites des millionnaires, et vous faites des amis qui deviennent très riches et qui peuvent, disons, vous aider ultérieurement. Donc, voilà où on en est. Je dois dire que mon expérience, précisément, d'être une espèce d'entrepreneur intellectuel et d'essayer d'introduire de nouvelles quasi-institutions, c'est très difficile. C'est très difficile parce que vous vous heurtez au statu quo. Les gens ne veulent pas changer. D'autant plus que les gens se sont installés dans la corruption et il n'y a pas de raison de changer. On va continuer sur le droit de propriété, ça me paraît fondamental dans votre réflexion, et puis c'est un fait. Mais on va expliquer pourquoi c'est important. Alors, vous expliquez, vous dites que le droit de propriété, vous en avez déjà parlé dans vos interventions maintenant, là, mais vous dites que les droits de propriété font plus qu'assurer la croissance économique. Ils remplissent une tâche fondamentale. Vous dites qu'ils réduisent les risques de conflit, décentralisent le pouvoir des autorités, potentiellement abusives, comme vous dites, et renforcent le pouvoir des individus. Alors, comment ça se fait qu'il y a depuis la pensée communiste, avec Marx, et puis les différents régimes socialistes qu'on a pu voir, fascistes en Italie, en Espagne, avec le nazisme, le national-socialisme, comment ça se fait que la propriété est le principal ennemi de ces sociétés-là? Tout vient du fait que la propriété est détestée. Donc, pour remplacer la propriété, il n'y a pas 36 solutions, vous faites des réglementations. Parce qu'il faut régler le problème des relations entre les hommes. Et la propriété le règle, largement, et diminue les conflits. Dans un régime, disons, autoritaire et surtout socialisant, l'idée centrale du marxisme, c'était de supprimer la propriété. Et ils sont arrivés, disons, il n'y a qu'à voir, tous les pays qui ont supprimé les droits de propriété, non seulement se sont appauvris, mais ils ont ruiné l'environnement. C'est évident que Cuba, vous prenez Cuba, vous prenez la Corée du Nord, vous les prenez tous les uns après les autres. En Russie, la mer d'Oural. Voilà, mais partout, dès que vous supprimez les droits de propriété, vous avez des problèmes environnementaux très graves.
parce qu'il n'y a personne qui est responsable, puisqu'au fond, c'est le principe de Hardin, the tragedy of the commons. C'est très, très important dans votre pensée. Alors, le droit de propriété assure l'émergence d'un marché. Et l'absence de droit de propriété rend l'échange impossible. Et vous dites que sans échange, pas de prix, donc pas de signal clair, ni pour les consommateurs, ni pour les producteurs. Donc les institutions ont besoin de droits de propriété, ou les droits de propriété ont besoin des institutions. Alors vous dites que les institutions doivent être vertueuses en fonction de ce que vous appelez l'état de droit, le rule of law, comme on connaît ici. Et vous dites que sans état de droit, les droits de propriété peuvent être mis au seul service d'une élite ou d'une coterie qui confisque les richesses à son seul profit. Alors c'est intéressant parce que vous donnez un exemple tout à fait concret et américain. Les passagers du Mayflower ont débarqué en 1620 en Caroline, et après avoir pratiqué l'agriculture collective et connu la famine, ils ont donc décidé de changer, et ils ont recouru donc à la propriété privée des terres agricoles pour responsabiliser les membres de leur communauté, aidés par les Indiens. L'abondance fut ensuite au rendez-vous. Alors, comment expliquer que les Indiens ont pu les aider? Parce que, avaient-ils eux-mêmes une notion de droit de propriété? Non, mais je pense que les Indiens ont été sensibles au développement de l'idée de droit de propriété individuelle. Parce qu'il s'est passé, comme à l'heure actuelle dans les régimes communistes, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui travaillent et d'autres qui ne travaillent pas, et que finalement les gens qui travaillent en ont marre de payer pour des gens qui ne foutent rien. Bon. Donc, ce qui s'est passé et c'est célébré chaque année par la date du Thanksgiving. Le Thanksgiving aux États-Unis, c'est quelque chose. Hein. C'est vraiment une fête de famille. On mange la dinde. Il y a du sacré là-dedans. Et en fait, ils développent l'invention des droits de propriété. Et surtout, le fait que c'est John Locke qui a écrit la première constitution des Carolines. À l'époque, c'était les Carolines. Et ça, disons, cette constitution a été reprise après dans la Constitution des États, puis dans la Constitution fédérale, où le droit de propriété, comme en France d'ailleurs, en France, le droit de propriété est inviolable et sacré. Mais une fois qu'on a dit ça, l'État dit, bon, bah, écoutez, c'est peut-être sacré, mais nous, on va se servir d'abord. Hein. Et là, Jean-Jacques Rousseau a joué un rôle capital et stupide. D'ailleurs, il est célébré par tous les gauchistes du monde. Rousseau, disons, c'est le... Et je me souviens de cette phrase de Tocqueville qui citait un auteur du XVIIIe siècle qui dit « La propriété est odieuse et tout homme qui la défend devrait être condamné à mort. » Bon, mais c'est précisément l'idée qui percole chez les écolos. Ils ont horreur de la propriété. Tout ce qu'ils veulent, c'est une propriété en commun. Et la propriété en commun, ça ne peut pas marcher. Ça marche si, dans des conditions qu'a bien définies Elinor Ostrom, à travers la common property, c'est-à-dire une association de citoyens responsables qui est soumise à des règles, qui développe des règles elles-mêmes très précises, qui, disons, donne la responsabilité à ce petit groupe, et notamment pour la gestion de l'eau. Donc Ostrom a joué un rôle capital dans la pensée environnementale, mais est détesté par les écolos. Parce qu'ils confondent, ils voudraient que Ostrom rejoigne le camp des communistes, en gros. Hein, c'est-à-dire l'abandon des droits de propriété. Ou plutôt, plus exactement, une propriété qui appartient à la collectivité. Alors, oui. Il y a un auteur tout à fait remarquable et qui est disparu maintenant, c'est Roger Scruton, un philosophe anglais qui a écrit des choses absolument admirables là-dessus. Je ne sais pas s'il est traduit en français au Québec, mais Scruton est tout à fait remarquable, où il montre que la propriété est au cœur de la vie. Et elle a été inventée par l'agriculture il y a 10 000 ans. Dès que l'agriculture a été inventée par les hommes, ils ont mis des clôtures.
ils ont mis des clôtures, forcément, pour éviter la prédation, le vol et les bêtes sauvages. Et à partir de là, ils ont, la société a défini des droits de propriété de plus en plus abstraits à travers, disons, enfin, exactement très concrets à travers les remparts et les châteaux forts, qui marquaient bien les limites entre c'est à moi ou c'est à toi, et on gère ça. Et ensuite, le cadastre, qui est déjà une représentation de l'espace beaucoup plus abstraite, et maintenant, disons, l'informatique qui, disons, définit des droits de propriété d'une façon électronique. Vous expliquez que, excusez-moi de vous couper, vous expliquez aussi que le droit de propriété, il y a les 3 P avec les 3 I. Vous dites propriété, prix, profit, comme on a pu voir avec les consommateurs et les producteurs. Mais vous avez aussi les 3 I, donc incitation, information, innovation. C'est-à-dire qu'il y a un lien entre ces 3 notions, donc entre propriété, prix et profit, et incitation, information, innovation. Donc, est-ce que ce n'est pas aussi révélateur d'une sorte d'évolution constante? Les droits de propriété ouvrent la possibilité à l'incitation, etc. Si vous n'avez pas de limite fixe entre ceci est à moi, ceci est à toi, personne ne va... c'est une incitation capitale, la propriété. Parce que vous savez qu'à long terme, vous avez un capital que vous pouvez exploiter, mais qu'aussi vous pouvez revendre. Et vous pouvez l'améliorer et le revendre. Parce qu'il y a un marché foncier qui est extrêmement important. Alors, ce marché foncier, disons, il faut se rendre compte qu'il a des limites, et les limites, c'est précisément les externalités environnementales. Ces externalités environnementales, il faut absolument les compenser, et il peut y avoir un marché des droits à compenser des externalités. Là, je pense qu'on touche un point essentiel de la critique des écologies, justement, par rapport à ça. C'est que on parlait de l'océan, qui me touche, venant de Bretagne, on est très porté à être sensible à la surexploitation du sol et surtout la pollution des nappes phréatiques par rapport par exemple, aux ports et aux déjections des ports. Mais dans les océans, on parle du 6e ou 7e continent à cause de lieux où sont rejetés pas mal de matières plastiques. Alors, est-ce que c'est des conséquences liées à l'abus de la propriété, c'est-à-dire surexploitation, ou au contraire, c'est l'absence de propriété et l'absence... Parce que là, l'océan, comment expliquer cette vaste pollution? Pratiquement, c'est extrêmement difficile, c'est comme dans l'espace, c'est extrêmement difficile de définir des droits de propriété. Mais si on n'y réfléchit pas, ça ne se fera jamais. Je pense que les prochains 50 ans devraient s'attacher à rechercher la façon de privatiser les océans sous des formes très diverses. Ce sont peut-être des colonnes d'eau, c'est peut-être les fonds marins attribués. Il n'y a pas de raison. Vous voulez que, en gros, on peut dire que si les océans recouvrent 7/10 de la Terre, il n'y a pas de raison qu'ils ne possèdent pas 7/10 des ressources. Et on ne peut pas, disons, éliminer la possibilité d'exploiter des ressources. On en a besoin. Donc à l'heure actuelle, vous avez des forages pétroliers, vous avez, etc. Mais ça se met sous forme de réglementation, mais pas de droit de propriété, où ce sont des occupations temporaires. Enfin, si vous voulez, autrement dit, le droit de propriété peut prendre de multiples formes. Ce n'est pas forcément la propriété absolue. Mais, disons, au départ, si vous n'avez pas de droit de propriété, vous n'avez pas d'accès aux ressources. Aucun entrepreneur ne va aller investir de l'argent dans quelque chose sur lequel il n'a aucun contrôle. Comment faut-il faire des... Vous parlez des ressources et vous avez insisté sur l'index du Economics
qui révèle en fait sur presque 200 ans que en fait les ressources au contraire augmentent. Alors comment ça se fait que la dimension idéologique de cet aspect de réflexion qu'on a tous en disant par exemple, et même avec des réglementations, on voit en France qu'on doit quitter d'ici 1 ou 2 ans le diesel, on doit quitter le pétrole et on va s'orienter vers l'électricité, alors qu'au contraire tout prouve que on est face à une augmentation des ressources du pétrole, on est face à une augmentation du charbon, enfin bref, c'est des ressources plutôt... Qu'est-ce qui fait qu'on est face à un brouillage idéologique? Si vous voulez soumettre les populations, vous devez leur faire peur. Et le meilleur moyen, c'est de dire, le ciel va vous tomber sur la tête, c'est le climat, et disons, vous allez voir plus rien à manger. Parce que vous voyez, il y a des gens qui pillent les ressources, mais en fait, ils ne les pillent pas, ils les vendent. Donc, il y a quelqu'un qui les achète. Et ça sert bien à quelque chose. Si ça ne servait à rien, ils ne les vendraient pas. Donc, le marché est très important. Et si une ressource vient à manquer, parce qu'après tout, certaines ressources sont exploitées et surexploitées, le prix est un indicateur extraordinairement remarquable pour dire attention, ça va coûter de plus en plus cher. Et c'est rare. Donc le prix est en fait, sans prix, euh, je me souviens, ben justement, c'était à l'Université de Montréal où j'enseignais la science politique et on parlait du rôle de l'État, de la réglementation, etc. À l'époque, tout le monde pensait que l'État allait, et les indépendantistes surtout, pensaient que l'État allait tout résoudre. D'où la tendance de, euh, du Parti québécois à s'appuyer sur l'État comme moyen de changer les choses, etc. Bon, donc là, je ne me souviens plus ce que je voulais dire, mais il y a, les prix sont un indicateur fabuleux de rareté. Le prix, c'est l'indicateur de rareté. Et la rareté, c'est la chose très importante de connaître la rareté. Oui, et je me souviens, là, je reviens à mon propos, c'est que à l'époque, et ça a dû continuer pendant longtemps jusqu'à la chute des régimes communistes, il fallait donner un prix à des ressources qu'ils fabriquaient. Ils avaient des usines, ils avaient fabriqué des ressources, mais quelles ressources il fallait fabriquer, ils n'avaient pas d'information. Ils ne savaient pas. Donc, ils prenaient les catalogues, les grands catalogues des grands magasins qui donnaient un prix et disaient, ah ben ça c'est le prix. Parce que ce prix, en fait, il reflétait la rareté. Forcément. Vous achetez un tournevis, il vaut tant, c'est parce que, disons, il a coûté tant. Donc, le régime communiste importait des catalogues pour donner un prix aux choses. Parce que sans prix, vous êtes totalement dans l'ignorance de la valeur des choses. Qu'est-ce que vous dites? Ça, c'est vaut quelque chose, mais on n'en sait rien s'il n'y a pas de prix. Pour conclure, excusez-moi, pour conclure cette entrevue qui est très intéressante, je pense, enfin j'espère, vous vous rappelez que vous avez une expérience personnelle en matière d'entrepreneuriat institutionnel et vous citez 9 problèmes environnementaux sur lesquels vous avez réfléchi. Oui. Mais vous partez d'un constat, la plupart des pays sont réfractaires à l'entrepreneuriat environnemental. Alors est-ce que c'est parce que l'État a tendance à vouloir conserver une sorte de monopole et nationaliser tout ce qui, pour augmenter son contrôle, pour augmenter son pouvoir, et puis, disons, l'argent qu'il peut récupérer auprès des citoyens? Voilà, c'est tout à fait ça. Autrement dit, c'est un désir de puissance. Pourquoi voulez-vous que l'administration, disons, elle intervienne si c'est son intérêt, comme tout groupe humain? Ils interviennent si c'est leur intérêt. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on appelle le capitalisme de connivence, chronic capitalism, disons, est monnaie courante à l'heure actuelle, où les grands industriels, les grands capitalistes négocient avec l'État le prix des matières.
et mettent en place des normes de fabrication telles qu'ils éliminent la concurrence. Et tout industriel, tout capitaliste a horreur de la concurrence. C'est tout à fait, c'est humain. Vous ne voulez pas de concurrence. Et donc, les, les, les États plus le grand capital se mettent d'accord pour bloquer la concurrence, pour éviter de nouveaux entrants. Voilà comment ça, voilà la réalité. Euh, alors j'ai publié, je dis quoi, il y a 2 ans, un article dans la revue des Deux Mondes, qui est une revue un peu intello, qui est très ancienne puisqu'elle a été créée au début du 19e siècle. Et j'ai intitulé mon papier Écolo, grand capital, même combat. Et vous apercevez qu'en fait, l'Express vient de publier, non, Le Point, qui est un magazine français, vient de publier, je l'ai acheté aujourd'hui, disons, un grand article sur Greenpeace. Greenpeace, c'est des gangsters, c'est des voleurs, c'est tout. Ils arrivent à voler les gens avec les bons sentiments. Il n'y a rien de tel que de manier de grands sentiments pour obtenir l'argent. Ce qui a été inventé au Canada. Greenpeace, oui, il y en avait un qui était celui qui a inventé le développement durable. Comment s'appelait-il? C'était un Canadien aussi, qui s'est retrouvé aux Nations Unies. Il s'est retrouvé en prison aussi. En fait, ça, c'est autre chose. Alors, je voulais conclure justement, parce que vous citez 9 cas, mais il me semble que le plus important, vous avez cité l'océan, mais il y a un des aspects, vous en avez parlé rapidement, vous dites la prise en compte des contraintes environnementales pour l'organisation de l'espace. Alors, s'il faut privatiser l'océan pour pouvoir mieux gérer les ressources, est-ce qu'il faut privatiser l'espace? Est-ce qu'il faut privatiser le droit de propriété? Vous dites qu'il y a 9, vous avez cité dans votre article 9 problèmes environnementaux. Alors vous dites par exemple l'utilisation des servitudes environnementales conventionnelles, mettre en place des mécanismes de péréquation entre perdants et gagnants des décisions d'utilisation des sols, étendre l'évaluation environnementale aux lois et règlements, et vous abordez le problème essentiel de l'espace. Alors c'est important parce qu'on est face à l'océan, vous dites que c'est 7/10 de la surface et qu'il faudrait développer des droits de propriété sur l'océan. Alors ma question, c'est faut-il développer des droits de propriété sur l'espace? Ah, mais sûrement. C'est ce qui se passe maintenant, d'ailleurs. Disons, à l'heure actuelle, avec les satellites, il y a des droits de propriété. Il y a des accords entre les pays qui sont des formes de droits de propriété. Parce qu'il faut éviter, s'ils veulent, la saturation, les accidents, etc. Non, et quant aux océans, le problème, c'est que c'est très difficile. Mais ce n'est pas parce que c'est très difficile qu'il ne faut pas le faire. Vous voyez, il faut vraiment, on en revient à l'imagination sociologique. Ben écoutez, je vous remercie beaucoup, Monsieur Voilà. Falk, je vous remercie beaucoup. Écoutez, je rappelle aux messieurs, dames, que c'est Max Falk donc, qui a coordonné avec Jean-Pierre Chamou et Erwan Keinec le livre Écologie, la nature a besoin d'entrepreneurs, qui est un ouvrage aux éditions Liberté numérique et qui a une trentaine de contributions. Donc je vous invite à le consulter soit sous forme numérique ou papier. Mais je vous laisserai le mot de conclusion, Monsieur Falk. Le mot de conclusion, c'est que la propriété est au cœur de la civilisation. Et si on veut garder la civilisation, il faut développer les droits de propriété sous des formes, disons, diverses et variées. Mais le recul permanent, le grignotage permanent des droits de propriété au nom de l'environnement, disons, est catastrophique et aboutira... En fait, en développant le droit de propriété, on protégera mieux l'environnement, justement. Absolument. Absolument. Il n'existe pas de pays qui, ayant supprimé les droits de propriété, ait eu une économie et une écologie convenables. Tous ces pays sont ruinés. Alors, il y a un personnage qui a joué un rôle très important, qui est détesté d'ailleurs dans les milieux écolos, c'est Hernando de Soto, qui dit précisément les pays, notamment en Afrique, ne pourront se développer que si on sécurise des droits de propriété, qui peuvent être d'ailleurs des droits de propriété coutumiers. Et il faut savoir que le droit
et les institutions varient énormément d'un continent à l'autre, civilisation à l'autre, mais que sans droit de propriété, quel qu'il soit, coutumier ou réel, etc., il ne peut pas y avoir de développement et il n'y aura pas de sauvegarde de l'environnement. Merci Voilà. beaucoup, Monsieur Falk. C'était une très belle conclusion. Donc, Je vous merci beaucoup et donc à une prochaine émission. Merci messieurs, dames, pour votre attention. C'était donc l'émission Écologie, Vie, Nature et Entrepreneuriat, justement avec monsieur Mac Falk, un philosophe, économiste, enfin sciences politiques. Très intéressant. Merci beaucoup.